à guérir. Voilà, des bronchites à répétition de plus en plus difficiles à soigner. Eh bien, c'est le cas de Pierre, 65 ans, gros fumeur pendant 40 ans, à 2 paquets par jour, sans compter les petits cigares. Et le nom de sa maladie, elle porte un nom, BPCO, 4 initiales pour désigner la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie qui touche 3 millions de personnes en France. Et qui pourrait représenter d'ici 2020 la 3e cause de mortalité. Mais qu'est-ce qu'on entend par là, BPCO? Quels sont les signes qui doivent alerter? Quel traitement? Et pourquoi reste-t-elle encore largement méconnue? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec nos invités à l'occasion de la journée mondiale de la BPCO. Marie Lordas et professeur Christian Brimbilla, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous? Je vous vois en face de moi en duplex des studios Bayard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va faire les présentations. Marie Lordas, vous êtes vice-présidente de France BPCO. C'est une toute jeune association qui est née en mai dernier. Et vous-même, vous êtes touchée par cette maladie qui s'est déclarée il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous respirez? Est-ce que c'est difficile ou ça peut encore aller, Marie Lordas? C'est très très difficile, d'autant que là vous voyez, nous venons de traverser des couloirs, donc j'arrive dans votre studio très très essoufflé. Voilà. Donc j'essaie de récupérer un petit peu là. Alors on va vous laisser récupérer votre souffle. Merci. Vous nous donnerez votre témoignage de patiente tout à l'heure, comment vous vivez avec cette maladie, puis que peut apporter votre association. Puis à côté de vous, le professeur Christian Brimbilla, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur des universités, vous exercez comme pneumologue au CHU de Grenoble. Juste pour avoir une idée, professeur Brimbilla, des cas de BPCO, vous en croisez combien par an dans votre service? Oh, ça se compte en centaines. En centaines par an, centaines de cas avérés de BPCO. Oui, c'est des patients souvent qu'on suit depuis des années ou des dizaines d'années. Et qui sont surpris à l'annonce du diagnostic, qui connaissaient pas forcément cette maladie. C'est comme Madame tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois ça tombe d'un seul coup sur la tête, on s'en était pas rendu compte. Elle s'est retrouvée en réanimation, elle par exemple. Alors d'autres cas, quand on les regarde, et simplement, vous avez entendu l'essoufflement de Madame parce qu'elle a marché 30 mètres dans le couloir, et qu'on leur dit qu'il y a quelque chose qui va pas, ils sont très très surpris d'apprendre d'un seul coup qu'ils ont cette maladie. Ben oui. Alors vous nous direz justement en quoi elle consiste, qu'est-ce qu'on peut faire quand le diagnostic a pu être posé. Et puis je précise que tout à l'heure, on entendra Philippe Poncet, c'est le fondateur de France BPCO. Il va essayer de battre tout à l'heure un record du monde, parcourir 200 mètres à vélo en moins de 15 secondes, sous assistance respiratoire. Ça va se passer à 13h au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il nous expliquera comment et pourquoi ce défi. Alors comme d'habitude, vos questions, vos témoignages, on les attend au 04 72 38 20 23 ou par courriel à votre service @rcf.fr. Et Catherine, qui ne manque pas de souffle, eh bien, relayera vos appels à partir de 10h15. À votre service, Vincent Bellotti. Est-ce que vous connaissez la BPCO? Absolument pas. Ça vous fait penser à quoi, BPCO? Boîte postale de la communauté, peut-être quelque chose de politique ou un centre sportif. BPCO? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez la BPCO? Absolument pas. BP, banque populaire, CO du crédit. Non, ça veut dire quoi, BPCO? Alors, ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive. D'accord. Donc il faut arrêter de fumer. Ça va bien. Voilà, le monsieur, il a tout compris, professeur Brimbilla. Alors justement, BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, rien à voir avec la Banque Populaire ou encore une boîte postale. Qu'est-ce qu'on entend par là? De quoi s'agit-il précisément? Est-ce que vous pourriez nous expliquer les termes? Maladie très méconnue, de toute évidence, qui touche des millions de personnes et qui est une cause de mortalité et de handicap extrêmement fréquente. On n'a pas réussi à trouver un nom qui accroche mieux, et on a bien le tort, et ça, c'est le drame. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple à comprendre, avec le tabac en particulier, mais pas uniquement le tabac. Les tuyaux se rétrécissent, les bronchos, et puis le poumon se détruit, l'emphysème, comme l'éponge qui part en morceaux. Et le résultat des courses, il faut faire un effort pour vider l'air des poumons. On arrive à le faire rentrer, mais quand il faut vider l'air des poumons, eh bien, il faut faire un effort musculaire qui est important. Vous soufflez, vous relâchez simplement la cage thoracique, et les BPCO, ils sont obligés de faire l'effort de C'est un rétrécissement donc des bronches, une c'est destruction. C'est les bronches qui se rétrécissent
avec l'inflammation, les infections, le tabac, etc., et qui s'aplatissent parce que les haubans du poumon, les haubans, ce qui tient les bronches ouvertes, partent. Le poumon lui-même qui est élastique, eh bien, il perd son élasticité et les tuyaux s'aplatissent quand vous soufflez. Alors, on reviendra sur les symptômes. À quoi est due cette maladie? Quelles sont les causes? Alors, vous en avez déjà parlé. Le tabac, la cause principale de la BPCO, fumeurs et non-fumeurs. Lorsqu'on est dans une famille de fumeurs, même si on ne fume pas, on peut être atteint de BPCO? Ah ben, c'est sûr que quand on voit la famille installée devant la télé avec le papa et la maman qui fument, eh bien, tous les enfants en profitent. Et la même chose dans la voiture, la même chose un peu partout, et puis la même chose aussi sur les lieux de travail. Pendant des années, maintenant ça a été un combat pour qu'on arrête de fumer sur les lieux de travail, mais je regarde le technicien en face, là, il n'a pas la cigarette au bec, alors qu'il y a quelques années, ça aurait été le cas. Alors le tabac, c'est l'une des causes principales, on dit 80% des causes de BPCO, mais il y a d'autres causes. On peut parler de quoi? Pollution de l'air, professeur Brambilla? Pollution, oui. La pollution, elle a souvent un petit peu bon dos. Souvent, c'est des expositions professionnelles. Typiquement, les mineurs de charbon, maintenant, ça a disparu, mais les professions agricoles. Je discutais avec quelqu'un qui fait du vin bio, néanmoins, il manipule les pesticides et tout ce qu'il peut mettre. Il me dit, je mets le masque à gaz quand je fais certaines choses. Et apparemment, ça n'a pas l'air d'être suffisant. Effectivement, il y a des dans métiers l'école à côté, probablement que c'est pas extraordinaire non plus. Donc tout ce qui est mine, bâtiments, travaux publics, j'ai vu fonderie, sidérurgie, chaque fois qu'il y a des particules, des poussières de ce genre-là, eh bien, ce sont des métiers. Et le diesel. Et les diesels. Et ce sont des risques donc de BPCO. Est-ce qu'il peut y avoir des prédispositions génétiques, professeur Brambilla? Il y en a qui sont très connus. Le déficit en alpha-antitrypsine, ça fait ça diminue la résistance du poumon aux agressions et du coup le poumon crée l'emphysème, le poumon part en morceaux. Mais après il y a tout un tas d'autres causes qu'on a plus ou moins identifiées actuellement. Les liens aussi avec l'asthme, l'hyperréactivité bronchique, vous réagissez de façon exagérée à certaines choses et ça aussi ça prédispose à créer la BPCO, c'est-à-dire que une fois que l'inflammation a disparu, il reste les cicatrices. Marie Lordas, est-ce que vous avez identifié une cause à votre BPCO? Est-ce que vous fumiez beaucoup? Vous étiez en contact avec les fumeurs? Oui, j'ai été en contact, mon père fumait, j'ai été en contact avec des fumeurs étant petite. Et vous pensez que ça vient de là? Je ne sais pas si ça vient de là, puisque j'ai moi-même fumé par la suite, donc durant 30 années avant de faire ce coma. Je pense qu'il y a une fragilité à la base, certainement côté pulmonaire, puisqu'à 1 mois, donc, je faisais ma première bronchite asthmatiforme. Maintenant, probablement la cigarette. Je pense que la région dans laquelle je vis aussi actuellement ne favorise pas donc la respiration et je suis donc au milieu des vignes justement, comme le signalait le professeur. Oui. Donc dans le Bordelais, dans la région du Bordelais, où effectivement les vignes sont traitées avec beaucoup de pesticides, donc je pense que cela accentue voilà, tous aussi, ces facteurs accumulés peuvent expliquer cette BPCO. À partir de quel âge on est concerné, professeur Brambilla? Est-ce que ça peut démarrer très tôt dès l'enfance ou il faut attendre la cinquantaine quand on a fumé ces 2 paquets par jour? On fait le diagnostic à la cinquantaine. Philippe Poncet, dont vous parliez tout à l'heure, il a été frappé d'un seul coup quand je lui ai dit qu'il était à 30% de ses valeurs respiratoires. Mais ça commence très tôt. C'est pour ça qu'il faut quand même dépister. Et je pense que si je peux, quand on va voir son médecin généraliste en particulier, il faudrait que non seulement il prenne l'attention, mais il mesure le souffle. On a des tas de petits appareils qui permettent de mesurer facilement les choses. Alors, quels sont les symptômes de la BPCO? Comment essayer de repérer, voir que vraiment que c'est un signe de BPCO? On va en parler dans quelques petites secondes. À votre service, pour mieux comprendre le monde où nous vivons. Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Eh oui, pourquoi tu tousses? Eh bien, c'est peut-être une BPCO aujourd'hui. Dans votre service, on parle de cette bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie inflammatoire des bronches qui entraîne une insuffisance respiratoire grave. Plus de 3 millions de personnes touchées en France, dont la plupart l'ignorent. On en parle avec le professeur Brambilla, qui est pneumologue, et puis également Marie Lordas, qui est la vice-présidente de l'association France BPCO. Alors, c'est vrai que la BPCO, on l'a entendu Fernand Reynaud, qui n'en avait peut-être pas, enfin je ne sais pas, en tout cas, l'un des signes marquants qu'on nous dit pour la BPCO, c'est la fameuse toux. Est-ce que c'est vrai, professeur Brambilla? Ce qu'on appelait autrefois la toux du fumeur.
Voilà, la toux du matin, on se réveille, on tousse, on crache, on vide les bronches, et qu'est-ce qu'on fait? On allume la cigarette. Pour aider à vider les bronches. Oui. Donc c'est l'un des symptômes, la toux. La toux matinale. La toux du matin, la toux dans la nuit aussi, la toux lorsqu'on monte les escaliers, lorsqu'on fait un petit effort, lorsqu'on se trouve avec un truc un peu enfumé ou autre, etc. Sauf bien sûr le tabac, parce que ça c'est jamais mis en cause par le bronchiteux. Voilà. Donc c'est des premiers. C'est vraiment les premiers signes. Et l'autre signe, ça peut être l'essoufflement, un essoufflement anormal à l'effort. Oui. L'essoufflement, mais l'essoufflement, on s'adapte. C'est-à-dire que Madame, tout à l'heure, elle a arrêté la demoiselle qui nous emmenait au studio, qui était en train de partir en courant dans les escaliers. Madame, elle a pris l'habitude depuis très très longtemps, quand elle voit un escalier, de prendre l'ascenseur. Oui. Voilà, donc on limite et inconsciemment, on limite les efforts, on fait ce qu'il faut pour pas être essoufflé. Et on se masque le fait qu'effectivement, quand on arrive au bout de 2 marches, on a besoin de reprendre son. Donc si je résume tout, du matin, certains évoquent même des crachats, excusez-moi, mais il faut aussi en parler, peut-être des expectorations, voilà, vous avez un terme plus élégant. Essoufflement donc anormal à l'effort. Est-ce que en dehors de ces symptômes, on peut avoir une BCO sans forcément tousser ni s'essouffler? S'il y a un emphysème pur, il y a peu de signes bronchiques, c'est-à-dire la toux essentiellement, et puis donc les crachats, l'expectoration. Mais néanmoins, c'est quand même les 3 signes cardinaux, et surtout, il faut apprendre aux gens à ressentir l'essoufflement, à pas se masquer les choses. Quels sont justement les moyens de la diagnostiquer aujourd'hui, professeur Brimbillat? Parce que c'est vrai que cette toux, cet essoufflement, ça peut masquer, ça peut être signe d'autres symptômes, comme de l'asthme, vous en parliez, ou même une bronchite. Comment est-ce qu'on est sûr que c'est une BPCO? Alors, le message, moi je suis pneumologue, c'est-à-dire spécialiste pneumologue. Si vous posez la question en ville, on va vous répondre que c'est un marchand de pneus. Non, c'est un spécialiste des maladies respiratoires. Je sais qu'il n'y a que pneumologue aujourd'hui. Ouais, donc c'est un spécialiste des maladies respiratoires. Donc en tant que spécialiste, le message c'est il faut envoyer le patient chez un pneumologue pour mesurer le souffle. Alors justement, le message actuellement c'est il faut mesurer le souffle, que ce soit le pneumologue, que ce soit le médecin généraliste ou que ce soit des personnes qu'on forme pour faire ça. Chaque fois qu'il y a un doute, on peut souffler dans un petit appareil. Alors justement, quel est l'examen? On appelle ça un spiromètre, je crois. C'est pour spirographe. Spirographe, voilà. Comment ça fonctionne, professeur Brimbillat? Simplement, on mesure les volumes, c'est-à-dire ce qu'on arrive à faire rentrer et sortir, le volume qu'on peut arriver à mobiliser entre une inspiration et une expiration profonde. Et ce qu'on mesure pour la BPCO, c'est le volume qu'on peut souffler en 1 seconde. Le VEMS, volume expiré en 1 seconde. Voilà. Donc vous n'êtes pas en face de moi, mais vous devez souffler au moins 4500. À votre âge, vous devez souffler 4500, et si vous avez la mauvaise idée de continuer à fumer, peut-être que vous ne soufflez plus que 3800 actuellement. Vous lisez si vous voulez. Vous lisez dans mes pensées, professeur Voilà, Brimbillat. c'est le moment de s'arrêter de fumer, cher monsieur. Alors justement, Marie-Laure Das, je voudrais savoir comment est-ce que le diagnostic a été posé dans votre cas, puisque vous nous aviez dit que vous aviez donc cet essoufflement, cette toux qui pouvait être assimilée à des bronchites. Comment est-ce que ça a été diagnostiqué? Je crois que d'une manière assez tragique. Racontez-nous. En fait, je suis donc, comme vous le savez, ancienne fumeuse. J'ai fumé durant 30 ans. À l'âge de 49 ans, donc j'ai commencé donc à faire bronchite sur bronchite. Il y a de cela quelques années, 10 ans environ, j'ai commencé à ressentir aussi quelques petites pointes d'essoufflement, sans que ça m'alerte pour autant. Je l'ai signalé à mon médecin traitant, qui m'a dit vous avez de l'asthme. Bon, très bien. Donc je vais vous donner des bronchodilatateurs. Donc ça, effectivement, ça m'a fait du bien. J'ai continué à fumer. Et puis donc il y a 4 ans, donc un matin je me suis réveillée en toussant, en asphyxiant totalement et trou noir. J'ai juste eu le temps d'appeler donc les secours et j'ai été plongée dans un coma artificiel parce qu'on ne me récupérait pas. Un coma qui a duré pendant près d'1 mois. Et à la suite, bien évidemment, de ce coma, enfin j'ai été prise en charge par un pneumologue. Oui.
qui m'a donc fait passer ces fameux tests de souffle, enfin, ou qu'on appelle aussi EFR, spirométrie, enfin bon, etc. Et là, il me dit, Madame, vous avez une BPCO. Qu'est-ce ? Je ne connaissais pas, moi non plus, ce terme, bien évidemment. Et il ne vous reste plus que 33% de capacité respiratoire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a diagnostiqué. Alors j'imagine que pour vous, ça a été une surprise. Surprise, mais pour moi, comme BPCO ne signifiait absolument rien, ça ne m'a pas fait peur. Je suis restée longtemps dans le déni, etc. Et puis après, je me suis dit quand même, j'ai commencé à être de plus en plus essoufflée, à me sentir parce qu'on contracte beaucoup de virus, de bactéries, les poumons étant fragilisés. Et en parallèle de cela, donc j'ai également passé un scanner thoracique qui a démontré que j'avais effectivement ce fameux emphysème, donc cette destruction des alvéoles pulmonaires et donc ensuite des poumons, à un stade déjà très avancé, très très sévère. Voilà, donc du coup, oui. C'est donc comme ça, par cet épisode tragique de détresse respiratoire que donc a été diagnostiquée cette BPCO. Oui. Alors justement, on va revenir sur les traitements qu'on peut proposer lorsque ça peut être diagnostiqué. Quel type de médicaments, quelle autre solution aussi non médicamenteuse, et puis aussi comment vivre avec. On le verra dans un instant avec vous. Et puis vos questions, vos témoignages à vos auditeurs, eh bien on les attend maintenant au 04 72 38 20 23. Ou par courriel, si vous préférez, à votre service @rcf.fr. Et ce sera tout de suite après une page musicale. Respire. Et c'est Julien Clerc qui reprend son souffle comme moi. Respire, c'était Julien Clerc. Eux ou elles, ils ont du mal à respirer. C'est quelques 3,5 millions de Français atteints de BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Cette maladie pulmonaire grave et très invalidante qui est due à 80% au tabac. On en parle avec nos invités, le professeur Brimbilla qui est pneumologue au CHU de Grenoble et puis Marie-Laure Das, vice-présidente de l'association France BPCO. Vos questions, vos témoignages, eh bien, on les attend 04 72 38 20 23 ou encore par courriel à votre service @rcf.fr. Alors en attendant les premiers appels, professeur Brimbilla, je voudrais savoir quels sont les traitements qu'on peut proposer une fois qu'on a pu enfin poser le diagnostic de la BPCO. Sur le plan médicamenteux, notamment, quel type de médicaments on peut proposer ? Sur le plan médicamenteux, le premier traitement, c'est l'arrêt du tabac. Voilà. Oui, alors donc c'est en début de consultation, au milieu de la consultation et en fin de consultation, et des fois en leur disant au revoir. Parce qu'il faut vraiment revenir là-dessus. Il n'y a pas la moindre accusation vis-à-vis de qui que ce soit, mais quand on est accro à quelque chose, à la nicotine en particulier, c'est pas évident pour les patients. Donc arrêt du tabac, c'est la première chose que vous c'est capital, et puis voilà, arrêt du que tabac vous imposez donc à vos patients. Alors les médicaments, arrêt du tabac familial. Les médicaments, on a parlé tout à l'heure de bronchodilatateurs. Il faut augmenter le calibre des bronches, il faut diminuer l'inflammation et il faut lutter contre les infections respiratoires, contre l'agression. Donc effectivement, les bronchodilatateurs, c'est important.
petit coup de ventoline avant de monter les escaliers ou en arrivant au sommet des escaliers, ça peut aider. Et puis il y a tout un tas de médicaments. Maintenant, dans le même inhalateur, dans le même petit système d'inhalation, on met 2 médicaments et bientôt 3 médicaments. On en est à 3 médicaments. Voilà, donc ça simplifie la vie des gens. Mais ça a des effets qui sont quand même limités dans la BPCO. Quelles autres solutions en dehors des médicaments? Est-ce que la kiné respiratoire, par exemple, ça peut être une bonne indication? Alors, en cas d'infection, quand on est avec les poumons encombrés, il faut effectivement l'aide du kiné, avec des aérosols, un des mêmes types de médicaments en même temps, ou avant, après, etc. C'est très important. Mais le kiné, il a un autre rôle. La BPCO, c'est pas seulement une maladie du poumon, c'est une maladie générale, c'est-à-dire que on perd ses muscles avec le temps. On a pris des mauvaises habitudes, on mange mal et on fait plus d'efforts. Donc tout le travail du kiné, ça va être d'utiliser le mieux possible les poumons, apprendre à vider correctement l'air dans les poumons, apprendre à inhaler, etc. Et puis réapprendre à monter les escaliers, à faire tout un tas d'exercices, récupérer du muscle sur le thorax et puis du muscle ailleurs, sur les membres. Marie Lordas, vous avez quoi comme traitement actuellement? Alors moi, donc j'ai les bronchodilatateurs, donc j'en ai 3 différents. Donc voilà, dont un à base de corticoïdes parce qu'effectivement j'ai souvent des grosses inflammations. Et en parallèle de ça, je fais de la kiné respiratoire, mais pas kiné respiratoire justement pour du réentraînement à l'effort et donc pour du renforcement musculaire, on va dire. Comme le disait le professeur Brambilla. Oui, je suis obligée. Donc alors après, je fais ça aussi moi seule. Donc je fais de la natation, je fais du vélo d'appartement. Il faut faire de la marche aussi. Il faut essayer. Alors justement, on parlera de la pratique d'un sport qui est très importante aussi lorsqu'on a cette maladie. On en parlera tout à l'heure avec Philippe Poncet. En tout cas, vos bronches, je crois, sont très fragiles. Vous le disiez. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous faites particulièrement attention en période de virus hivernaux? Pour vous, c'est vraiment une mauvaise période? Oui, et ça tourne carrément à la paranoïa. C'est-à-dire que quand la période de grippe arrive, j'évite d'embrasser les gens, de serrer des mains, même ma propre famille. Donc c'est quelque chose, c'est très frustrant. Et vous êtes fait vacciner justement contre la grippe. Pour vous, c'est impératif. Je suis vaccinée contre la grippe. Je suis vaccinée. J'ai un autre vaccin qui est le Prévenard, un autre vaccin qui est le Pneumovax. Voilà, vous êtes vraiment. Mais ça n'empêche pas, ça ne protège pas à 100% pour autant, mais ça limite quand même les dégâts. Mais ça limite les risques. Oui, tout à fait, et les risques, tout à fait. En ligne, on a Jeanne qui nous appelle de Tours, puisque son mari, je crois, est atteint de cette maladie. Jeanne, bonjour. Oui, bonjour. Mari malheureusement décédé. Voilà, donc mon mari était non-fumeur, il a fait des bronchites à partir de 8 ans, à l'époque pas bien soigné. Et donc voilà, je voudrais vous donner mon expérience parce qu'en fait, un pneumologue qui était très bien à l'hôpital lui avait dit malheureusement, Monsieur Bellec, il avait une trentaine d'années, vous serez en mauvais état à 50 ans. Or, mon mari est décédé de violence médicale verbale, d'un ulcère de stress à 69 ans. Et donc, notre attitude a été, on s'est fait soigner tout à fait différemment. Alors, ce que je voudrais dire surtout, c'est que bien faire attention parce qu'il n'a pas été pris en charge au niveau cardiaque. Et à un moment, il a décompensé son cœur droit et c'est comme ça qu'il a atterri à l'hôpital et qu'il a entendu ces mots, qu'il l'a envoyé de l'autre côté. Et donc, c'était vraiment une BPCO, donc c'était vraiment la BPCO. On lui a dit, on a posé ce diagnostic. Et néanmoins, à la fin, le pneumologue, parce qu'à la fin, il a été envoyé vers un pneumologue, et il lui a dit non, mais il y a une erreur de diagnostic parce que vous ne prenez pratiquement pas d'antibiotiques, et donc voilà, il y a eu une erreur de diagnostic. Alors je vous explique. On a eu une alimentation différente, des viandes qui n'ont pas été nourries avec des antibiotiques parce que je pensais que c'était pas la peine, et donc beaucoup de marche. Peu de charcuterie, c'était la fête le dimanche parce qu'il aimait ça. Il a arrêté le fromage et il y a eu une nette amélioration. Un ami, je lui disais qu'il fallait qu'il fasse du vélo. Ah ben, t'es drôle toi, je vais faire du vélo. Je te dis pas de faire 10 km, je te dis de faire 500 mètres. Et quand tu pourras faire plus, grâce à un ami, un voisin bienveillant, il était arrivé à faire 30 km de vélo, ce qui l'a énormément amélioré. Je lui avais expliqué qu'il fallait qu'il travaille sur son diaphragme. Bon, il n'a pas voulu, donc c'est passé par le vélo.
Donc vous avez fait tout ce qu'il fallait justement pour que ça aille un peu mieux. Je vous remercie Jeanne de ce témoignage. Je voudrais qu'on réagisse sur 2 points importants que vous avez cités, Jeanne. Le premier, c'est sur les risques cardiaques. Professeur Brambilla, BPCO, c'est avec cet essoufflement, on imagine forcément que le cœur souffre aussi. Il y a un moment effectivement où le cœur souffre parce que quand les gens sont essoufflés, ils vont manquer d'oxygène. Hein. Et le retentissement sur le cœur, c'est avant tout le manque d'oxygène. Pas uniquement le cœur, d'ailleurs, les muscles et compagnie. Et c'est pour ça qu'on a quand même transformé la vie de dizaines de milliers, de centaines de milliers de patients avec l'oxygène. Hein. Donc quand on est à un stade où on en a besoin, eh bien il faut avoir de l'oxygène la nuit. Il faut avoir de l'oxygène même la journée et certains patients sont obligés de se promener avec un appareil portatif pour avoir de l'oxygène. De l'oxygène. Voilà. Jeanne nous parlait aussi de la ventilation, voire de la ventilation. C'est-à-dire qu'on ventile les gens éventuellement avec un masque et un petit appareil. Jeanne nous parlait de l'alimentation aussi. Est-ce que une alimentation un peu particulière, un peu spécifique, elle disait qu'elle éliminait les fromages et les laitages, ça peut avoir une influence dans le traitement de la BPCO? Ce qui est important, c'est de se nourrir correctement. Il faut se nourrir correctement, il faut avoir une alimentation équilibrée et il faut avoir une alimentation qui apporte suffisamment de calories. Voilà. Après, je suis pas un spécialiste de la diététique, etc. Donc on peut peut-être demander à Marie-Laure Das. Je peux vous donner mon petit déjeuner le matin, mais néanmoins. Un petit déjeuner de pneumologue, pourquoi pas? Ça peut peut-être servir d'exemple. Je vais quand même demander à Marie-Laure Das si elle fait attention en particulier à son alimentation. Je me force à faire attention parce que je n'ai plus d'appétit. Oui. Voilà. Donc vous essayez de vous faire. Oui. De manger des choses qui vous font plaisir, alors. Exactement. Oui. Donc, je vais vous dire des choses toutes simples, qui descendent toutes seules, comme des bananes, enfin des choses qui m'apportent quand même, qui me nourrissent correctement. Mais il y a des choses qui ne passent pas. Je ne peux pas. Je ne peux plus manger de riz, je ne peux plus manger de pâtes. Voilà, bon, c'est des choses toutes bêtes. Donc, j'essaie de... Mais alors, c'est vrai que parfois, j'aurais tendance à sauter des repas. Donc, parce que justement, je n'ai plus cet appétit que j'avais et je sais que c'est lié à la maladie. Oui, alors je vois le professeur Brambilla qui vous regarde en disant c'est pas bien, non? Non, c'est pas bien. Je suis pas là. On est sur une radio chrétienne, donc le bien et le mal. Qui suis-je pour juger ce que mange Marie-Laure Das? Voilà, donc certainement pas. Moi, je n'entre pas dans ce achat. Mais néanmoins, simplement, si vous n'arrivez pas à manger le riz et les pâtes, c'est un problème parce que vous avez besoin de glucides lents. Voilà. Alors avec les bananes, vous pouvez compenser d'une certaine façon, mais il faut que vous ayez un entretien avec une diététicienne ou un diététicien et qu'on arrive effectivement à trouver quelque chose qui soit le plus équilibré. Voilà, une consultation en direct entre le professeur Brambilla. Non, c'est juste un avis d'aller prendre quelqu'un de plus compétent que moi pour donner un avis autorisé. Par contre, professeur Brambilla, la BPCO, il faut le rappeler aussi, malheureusement, c'est une maladie qui est irréversible, qui ne peut faire que s'aggraver, qui ne se guérit pas définitivement. Quand les choses s'aggravent, est-ce que la chirurgie peut être une solution? Je pense par exemple à des greffes. Alors, en bout de course, effectivement, c'est la greffe. Hein. C'est la greffe. Et ceux qui ont une BPCO les plus sévères, par exemple, c'est les jeunes qui ont des mucoviscidoses. Hein. C'est une maladie génétique qui donne une BPCO aussi. Et actuellement, effectivement, c'est... typiquement les patients qui sont jeunes et à qui on finit par greffer des poumons. Et on le fait effectivement dans d'autres BPCO, surtout lorsqu'il y a de l'emphysème ou des dilatations des bronches, des choses comme ça, donc on peut être amené à le faire. Mais néanmoins, ça reste quand même le bout de course. Voilà, c'est la solution ultime. Après, il y a d'autres patients qui peuvent bénéficier. Quand vous avez discuté avec Philippe Poncet, on lui a mis des valves dans le poumon qui permettent d'éliminer certaines zones du poumon qui gênent la respiration. Des zones qui sont très détruites par l'emphysème, si on arrive à les supprimer avec ces valves, eh bien, on peut améliorer les choses. Quand il a les valves en place, le VMS est à 1,7 litre, et quand il n'a pas les valves, il est à 1 litre. Voilà. Donc les 0,7 litre qu'on lui fait gagner, ça lui permet de pédaler sur son vélo. On va continuer à parler de cette BPCO, comment vivre le mieux possible quand on est atteint de cette maladie. Vous nous donnerez quelques pistes. On verra aussi quel rôle peut jouer votre association. Et puis on parlera dans quelques instants d'un record qui va être tenté dans un peu plus de 2 heures. C'est à Saint-Quentin en Yvelines. À tout de suite. 10h, 11h, RCF est à votre service.
Et aujourd'hui, dans votre service, on parle de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie inflammatoire grave et irréversible des bronches, due principalement au tabac, qui entraîne une insuffisance respiratoire très invalidante. Plus de 3 millions de personnes touchées en France. Et alors, il y a des traitements pour vivre avec, mais pas de guérison définitive. On en parle avec nos invités, le professeur Christian Brimbillat, qui est pneumologue au CHU de Grenoble, et Marie Lordas, vice-présidente de France BPCO, une association qui a été lancée en mai dernier. Vos appels, on les attend également au 04 72 38 20 23. Et en ligne, nous avons Marie qui nous appelle des Deux-Sèvres. Marie, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour madame. Je voulais juste vous dire à propos de l'alimentation, rien de plus, mais un point sur les produits laitiers. Dans une émission il n'y a pas très longtemps, l'un de vos spécialistes a dit que les produits laitiers favorisent la production de mucus. Tout à fait. C'était lors de notre émission sur la façon de se soigner pendant période hivernale, voilà, avec les huiles essentielles, enfin pas qu'avec une naturopathe qui nous disait effectivement que les produits laitiers, d'après elle, favorisaient la sécrétion de mucus. Oui, et c'est-à-dire, je l'ai remarqué parce que moi je me demandais pourquoi j'avais beaucoup de mucus. J'ai pas du tout d'infection bronchique, mais c'est que je mange beaucoup de produits laitiers, donc ça doit y faire. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais C'est ce que vous voulez nous dire donc à propos. Alors, oui, parce que la dame disait qu'elle mangeait pas de fromage. Voilà. Alors, je sais pas, professeur Barbellas, il faut revenir sur l'alimentation. Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez pas trop compétent là-dessus sur. Non, le mucus c'est nécessaire. Hein. Le mucus c'est nécessaire. Il en faut, oui, dans l'organisme. Ça tapisse les bronches, et dès qu'il y a un microbe ou une poussière ou quelque chose, ça va coller le microbe ou la poussière, ça lui évite de rentrer dans l'organisme. Ça permet, voilà. Après, il faut pas une hyperproduction de mucus. Après, si on a certaines réactions vis-à-vis de certains produits de l'alimentation, il faut être vigilant là-dessus. Alors la BPCO, elle reste encore méconnue et beaucoup peuvent en avoir les symptômes sans le savoir, d'où l'importance d'en parler. Et parmi les initiatives prévues à l'occasion de la journée mondiale, un record qui va être tenté à 13h tout à l'heure au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Derrière le guidon, quelqu'un que vous connaissez bien, professeur Brambillat, puisque vous l'avez suivi depuis plusieurs années. Vous avez même diagnostiqué sa BPCO, c'est Philippe Poncet, le président de France BPCO. Alors, en quoi consiste son défi? On l'a joint hier au téléphone parce qu'il est toujours en pleine préparation. Il n'a pas pu être en direct avec nous, mais on l'a joint donc hier au téléphone pour savoir comment s'était déclarée sa maladie et en quoi allait consister son défi. Philippe Poncet, bonjour. Alors avant de parler du défi que vous allez essayer de relever ce jeudi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Comment est-ce que la BPCO est rentrée dans votre vie ? J'ai été fumeur comme d'autres, mais en fait la BPCO est rentrée dans ma vie très très jeune, en fait, en préadolescence. J'étais de toute façon plus essoufflé que la moyenne des gens. J'avais souvent des points d'essoufflement pour des entraînements qui étaient somme toute assez bénins. Je pratiquais 3 sports différents, donc j'avais du football, du tennis de table, mais surtout que j'étais en études. Et quand je rentre en ski-études, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un problème sous-jacent, notamment quand on est en altitude. Et là, c'était une preuve déjà de désaturation et de problèmes sérieux, des problèmes d'insuffisance respiratoire à venir. Comment est-ce que la BPCO a été détectée, diagnostiquée chez vous ? Elle a été diagnostiquée, comme chez tout le monde, toujours très tardivement, trop tardivement, après un épisode assez difficile. J'ai eu une décompensation très sévère, mais j'aurais dû certainement me retrouver aux urgences, mais ne sachant toujours pas ce que j'avais, et en espérant que ça soit toujours pas aussi grave que ça le présentait. Et là, vous tombez face à un mur et vous vous dites « Ah, d'accord ». Alors ce jeudi à 13h, vous allez donc essayer de battre ce record au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, c'est-à-dire un sprint de 200 mètres en vélo. En combien de temps? Quel est l'objectif, Philippe Poncet? L'objectif est de passer en dessous de la barre des 15 secondes. Le record actuel est à 15 secondes 814. Donc pour ceux qui voient pas trop comment ou ce que ça peut représenter, en BPCO en général ça marche à 1,5 km à l'heure. Si c'est sur un vélo, ça peut rouler à 10 km/h, et là on va juste rouler à 50-55 km/h. Voilà, c'est la notion du temps, c'était se placer en dessous de 15 secondes et le plus proche possible du vrai record du monde, qui lui est de 9 secondes 400 environ. Et comment est-ce que vous êtes préparé à ce défi? Vous vous êtes entraîné régulièrement? Depuis combien de temps? On a repris après un épisode encore sévère, comme c'est le cas classique des BPCO, donc au mois de juin.
Et dès juillet, on a repris les gros entraînements et c'est toute la semaine, quasiment 2 heures par jour, du lundi au samedi, avec des entraînements sur piste, une préparation en salle de boxe, une préparation en salle de musculation. Enfin, c'est assez conséquent, oui. Et alors, expliquez-nous comment est-ce qu'on peut essayer de battre ce record, avec quel équipement? Parce que vous serez sous assistante respiratoire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça va se traduire comment? Je vis déjà de toute façon H21 au plus des 3/4 du temps sous oxygène. Là, on est l'assistance respiratoire, c'est une personne qui roule derrière moi avec un portable oxygène. On est reliés tous les deux. On va rouler à roue dans la roue, en fait. C'est un jeune espoir du cyclisme qui est du club du US Créteil, vice-champion de France de vitesse d'ailleurs, dans sa catégorie. Et on est relié par ce tuyau. Et ce tuyau, c'est ce qui m'alimente à haut débit d'oxygène, puisqu'on fonctionne avec 15 litres de débit minute. Donc c'est juste une grosse usine à gaz et on est liés tous les deux. Et vous allez donc rouler tous les deux en même temps? Ah, on part tous les deux et il faut finir tous les deux. Il faut mieux, oui. Effectivement, il vaut mieux. Pourquoi, au fond, vouloir battre ce record, Philippe Poncet? C'est pour montrer que faire du sport quand on est atteint de BPCO, c'est possible? Le sport, c'est un impératif. On parle de reconditionnement physique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec notre équipe, on a certainement 20 ans d'avance sur tous les préceptes qui peuvent être encore enseignés. Et l'idée principale de ces records, c'est de dire, voilà, Monsieur le Président de la République, Messieurs, Mesdames les autorités de santé, voilà ce qu'un patient déficient respiratoire grave est capable de faire. Aujourd'hui, on est dans une urgence absolue, c'est une catastrophe humaine, sanitaire, et ça va être une hérésie de toute façon financière si rien n'est fait. Voilà ce que nous, on est capable de faire. Faites au moins la moitié de ce qu'on est capable de faire à ce stade, parce qu'il y a urgence, on a besoin de toute façon que les choses bougent, qu'elles bougent en urgence. En attendant, Philippe Poncet, est-ce que vous estimez avoir de bonnes chances de battre ce record? Qu'est-ce qui vous rend confiant? Oui. Oui. Non, on va tout faire. Bon, c'est vrai qu'on est appuyé aussi, on le sent. On a des entraînements en ce moment depuis une semaine. On les fait aux côtés de l'équipe de France. On a entouré de champions du monde. On a vraiment, super. On a été vraiment très bien accueillis par la FFC. On a fait un gros travail. Après, on ne sait jamais. Vous savez, un déficient respiratoire, c'est pas quelqu'un qui a du mal à respirer, c'est quelqu'un qui est dans l'essoufflement permanent. C'est-à-dire que pour inspirer, il faut forcer, pour respirer, il faut forcer. Donc la moindre poussière qui vient dans cet engrenage peut poser effectivement de très graves problèmes et vous couper effectivement de toutes vos espérances. Pour l'instant, on croise les bras, il fait beau sur la région parisienne. On devrait être prêt demain. En tous les cas, il faudra attendre 13h15, 13h30 pour avoir le résultat. Et on vous souhaite évidemment de réussir ce défi 200 mètres à vélo en moins de 15 secondes. Merci Philippe Poncet d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, extrait de la musique de la bande-annonce de ce record donc à battre à 13h tout à l'heure au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Professeur Brambilla et Marie-Laure Das, alors peut-être quelques commentaires à faire sur cet exploit ou peut-être futur exploit. Le sport pour se maintenir physiquement quand on a une BPCO, en quoi c'est vraiment indispensable? En quoi c'est aussi un peu novateur, professeur Brambilla, comme discours? C'est un peu comme le cancer quand on nous disait qu'il fallait sagement se reposer chez soi. Aujourd'hui, on a un petit peu revenu sur certaines pathologies et c'est le cas de la BPCO. En quoi ça peut être bénéfique le sport quand on est atteint de cette maladie? C'est capital. Le sport, pas le faire au niveau de Philippe Poncet, c'est. Oui, alors c'est vraiment le top là. Voilà, non mais c'est tout à fait exceptionnel effectivement d'arriver à faire ce genre de choses. Je ne sais pas si vous imaginez sur une piste de coureurs reliés par un tuyau. On a vu les images d'ailleurs qu'on peut voir sur la bande vidéo. Oui. C'est extrêmement risqué également comme système, le moindre, avec Philippe qui, même s'il est sous 10 litres d'oxygène, se retrouve avec une saturation, un contenu du sang à 85%, de 85%. Et vous, si vous êtes à 89%, vous commencez à vous sentir très très mal. Alors justement, la pratique sportive pour la BPCO, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est de l'exception. Qu'est-ce qu'on peut faire comme... tout à l'heure disait qu'elle allait en piscine. Oui, je fais de la natation. Oui, Marie-Laure Das. Je fais du vélo d'appartement.
Donc la natation, c'est très bien. Oui, la marche, tout simplement. La marche, c'est ce qui coûte le moins cher et c'est le sport le plus complet. À condition de marcher dans un environnement pas trop pollué aussi. Alors, évidemment, bien Marie-Laure évidemment. Bon, on essaie de... Oui, tout à fait. Bon, mais j'essaie de m'écarter des vignes, même si j'en ai autour de moi. Mais bon, marcher quand même, il faut marcher. Voilà, vous obligez à marcher tous les jours pour continuer à vous maintenir physiquement. Ce que disait aussi Philippe Poncet, on dit que ce pourrait être la 3e cause de mortalité d'ici 2020 en France. La BPCO, il n'y a vraiment rien qui n'est fait au niveau des pouvoirs publics. Je m'étonne quand même un petit peu, professeur Brimbillat, parce que la BPCO, on en parle déjà depuis plusieurs années. Il n'y a vraiment rien qui est fait. Non, il y a des choses qui ont heureusement été faites, c'est-à-dire la lutte contre les fabricants de tabac permet de ne plus se faire enfumer partout. Hein. Malheureusement, bon, si vous êtes sur une terrasse pour boire un café, là, vous vous faites enfumer, là encore, puisque les gens sortent et voilà. Mais ça, si vous voulez, la prévention du tabagisme, c'est vraiment quelque chose de capital. Après, le reste n'est pas suffisamment pris en charge, et en particulier quand on parle de réadaptation à l'effort, il faut qu'il y ait plus d'efforts au niveau des instances de santé pour qu'on puisse offrir aux patients, quand ils ont compris ce qu'on leur explique, des possibilités de se réhabiliter correctement à l'effort, ce qui n'est pas encore le cas. Alors un moyen peut-être. Il faut qu'il y ait beaucoup plus effectivement de dépistage. Alors justement, pourquoi est-ce que le dépistage ne s'est pas généralisé justement chez son médecin généraliste? Parce que quand on est en consultation, on nous prend la tension, on nous prend notre poids, la taille, etc. Pourquoi est-ce qu'on nous prend pas aussi notre souffle, surtout quand le médecin généraliste qui nous connaît bien sait qu'on fume? Est-ce que c'est un problème de temps parce que les consultations, il faut que ça passe vite? Est-ce que c'est un problème de moyens matériels parce que s'équiper dans la mesure du souffle, ça coûte cher? Enfin, pourquoi c'est pas généralisé à votre avis? Il y a un petit appareil il y a une éducation à faire, mais les choses sont en train de changer. La médecine se féminise et les femmes s'organisent beaucoup mieux que les hommes. On peut mettre à disposition des médecins généralistes des infirmières. Hein. Il y a un système qui peut être mis en place avec des cabinets de médecins, et la spirographie, les mesures du souffle doivent faire partie des tests qu'on va faire de façon régulière, avec la possibilité pour le médecin de faire ça dans le temps qui lui est imparti pour faire une consultation. Donc il y a un problème de formation, etc. Et puis il faut aussi prendre l'habitude d'aller faire le dépistage à la sortie des écoles ou en milieu professionnel, etc. En médecine du travail, sur la région de Grenoble, par exemple, on avait bien formé les médecins du travail à la pratique de la spirographie. Alors les spirographes qui valaient très très cher actuellement, avec la miniaturisation, etc., on peut avoir des petits appareils qui coûtent pas très cher et qui sont tout à fait accessibles à de nombreuses personnes, depuis le médecin généraliste jusqu'au médecin du travail, jusqu'à d'autres systèmes. Et jusqu'au patient lui-même. Jusqu'au patient qui pourra mesurer un peu comme le diabète son niveau respiratoire grâce à ces appareils. En tout cas, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la BPCO, Marita Armel Vérac, qui est députée de l'Eure, médecin de santé publique et tabacologue, a organisé ce matin à l'Assemblée nationale, je vous le précise, une rencontre spéciale avec des tests de souffle pour les députés et table ronde avec associations de patients, professionnels de santé. Il y aura des pneumologues, des cardiologues et des députés. C'est un événement qui est organisé en lien avec la Fondation du Souffle, la Fédération française de pneumologie, l'association BPCO et la Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires. Voilà donc le test de souffle pour certains députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et il en est vrai que certains ne manquent pas d'air, si je puis prendre cette expression un peu familière. En tout cas, les choses avancent au niveau national. Dans quelques instants, on verra comment vivre avec cette BPCO. Puis on verra aussi avec vous, Marie-Laure Das, qu'est-ce que peut apporter votre association, France BPCO, qui est toute nouvelle. Et ce sera tout de suite après une page musicale, La Cigarette. Et c'est Sanseverino qui la dénonce. La cigarette tue tout doucement 250 milliards de morts par an. Cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue,
mais ça coûte cher, et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans poumon, magazine, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la CETA. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans poumon, magazine, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la CETA. Jaune, foncé et gourd, du roi des mots, Serge Gainsbourg savait déjà que ce poison emmènerait leur propriétaire au cimetière. Il y a 50 ans, le 16 mai, mourait Django. Il devait fumer des goldos, ses doigts nerveux, longs et secs, couraient dans les cordes comme Zatopek. La cigarette, c'était San Severino, le tabac justement responsable à 80% de la BPCO, cette bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie pulmonaire grave et très invalidante. On en parle à l'occasion de sa journée mondiale avec nos invités, le professeur Christian Brambilla, qui est pneumologue au CHU de Grenoble, et Marie-Laure Das, vice-présidente de l'association France BPCO. Comment vivre avec une BPCO? On l'a dit, il y a des traitements, il y a également le sport, le reconditionnement physique. J'ai vu aussi sur certains sites internet spécialisés sur la BPCO qu'il y avait des techniques pour apprendre à mieux respirer. Marie-Laure Das, est-ce que vous les utilisez, ces techniques? Oui, tout à fait. Mais ça peut être quoi, par exemple? C'est apprendre tout simplement à inspirer et à expirer. Donc bon, il y a une technique particulière, bien évidemment. Donc, voilà, inspirez lentement par le nez jusqu'à vous sentir vos poumons remplis d'air. Et puis exactement. On pince les lèvres, hein, comme on pour pince siffler. Les lèvres, vous soufflez et une bougie. ensuite on souffle par la bouche lentement en rentrant le ventre le plus possible. Ouais, c'est un exercice que le pneumologue vous a appris. Alors que le pneumologue m'a appris, oui, plus le kiné, on va dire. Voilà, et je fais aussi donc des séjours en centre de réhabilitation respiratoire 2 fois par an, d'une durée à chaque fois de 3 semaines. Donc avec une équipe pluridisciplinaire, donc un encadrement médical, donc pneumologue, médecin généraliste et kiné. Donc ça, donc à raison de 2 fois dans l'année, 3 semaines. 3 semaines. Et là, par contre, c'est du sport intensif. Hein. C'est 2 heures de sport par jour pendant 3 semaines pleines. Voilà. Et ça fait du bien. Et on apprend à respirer correctement et ça fait énormément de bien, tout à fait. Oui. Alors, des messages sont arrivés à votre service @rcf.fr. Un mail de Marie-Hélène qui nous dit « Je suis essoufflé très vite, marche rapide et surtout montée d'escalier, mais le pneumologue consulté ne m'a jamais parlé de BPCO. Il a simplement constaté une limitation de ma capacité respiratoire et je ne suis pas soigné. J'ai fait adolescente une pleurite. J'ai jamais fumé, mais j'ai eu des collègues fumeurs et j'ai souvent des bronchites sévères qui cèdent aux antibiotiques. Par ailleurs, je fais du vélo chaque jour. C'est plus facile pour moi que de marcher longuement. J'ai 74 ans, nous dit-elle. Que dois-je faire pour améliorer mon état? Alors, est-ce que d'après les indices que cette auditrice Marie-Hélène nous a donnés, ça peut être susceptible d'être une BPCO, professeur Brambilla? Je pense qu'il faut qu'elle reprenne un deuxième avis pneumologique. Oui. C'est-à-dire que les pneumologues savent aujourd'hui ce que c'est qu'une BPCO quand même, rassurez-nous. Oui, bien entendu qu'ils savent ce que c'est qu'une BPCO. Il faut qu'elle ait un deuxième avis. Après, on regarde ce qu'il en est. Mais parfois, on se fait prendre des puces sur le nez. Par exemple, il y a des séquelles d'embolie pulmonaire où les gens sont essoufflés et la spirographie est tout à fait normale.
D'autres mails qui Ça sont fait partie, vous voyez, de toutes les petites choses que les pneumologues doivent connaître. D'autres mails qui sont arrivés également à votre service @rcf.fr. Qu'en est-il de cet oxygène que les malades doivent traîner partout? Comment vivre avec ça? Alors Marie-Laure Das, vous n'en avez pas, je crois, d'assistance respiratoire, mais vous devez connaître des gens qui en ont? Oui, j'en connais. Je n'en ai pas tout simplement parce que j'ai une petite capacité respiratoire, mais parallèlement à ça, des échanges gazeux qui se font correctement pour l'instant. Donc, je ne désature pas à l'effort. Je n'ai pas besoin d'oxygène. Effectivement, d'autres personnes qui ont ces problèmes d'échanges gazeux donc ont besoin d'oxygène. Et c'est le fardeau quand même. Et c'est très, très difficile psychologiquement d'accepter de vivre avec ça, de se trimballer partout avec ça sur le dos, où en fait ça limite les gens dans leurs déplacements. Les projets, on ne peut plus les voilà. Enfin, la vie est bouleversée dès l'instant où on a l'oxygène. Faut être honnête. Enfin, moi, j'en vois autour de moi. C'est très difficile et c'est ce que toute personne atteinte de BPCO redoute, quoi. L'arrivée de l'oxygène un jour, même si on sait tous que tôt ou tard on y aura droit. Enfin, en ce qui me concerne. C'est ma première grosse bagarre. Moi, ça a été de faire prendre l'avion au président de l'association des insuffisants respiratoires. C'était en 1981. Vous voyez, c'est pas tout à fait aujourd'hui. Quand on a réuni les premiers insuffisants respiratoires et qu'il a fallu prendre air inter avec une bouteille d'oxygène. Ça a été une longue discussion, mais Marie-Laure, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui. Philippe en est l'expression même. Oui. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on doit se balader avec une bouteille d'oxygène qu'on doit limiter ses... j'ai fait partir des gens à travers le monde entier dans des endroits assez incroyables avec ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on peut prévoir, on a tout le réseau qui nous permette d'assurer la sécurité des patients. Alors ça, je n'en doute pas. C'est donc il faut absolument. Alors le côté psychologique, c'est vrai que quelques années avant, quand j'étais au supermarché aux États-Unis et que je commençais à voir les gens se promener avec les bouteilles d'oxygène, je savais qu'en France, ça serait beaucoup plus difficile. Que les patients acceptent d'aller avec madame au supermarché à la bouteille d'oxygène. Alors vous parlez d'anxiété, justement, on va y revenir dans quelques petites secondes. À votre service, pour mieux comprendre le monde où nous vivons. 1, 2, 3, je déstresse. Voilà, je déstresse. C'est vrai que la BPCO, c'est une maladie qui peut causer pas mal d'angoisse, de stress. Vous nous le disiez tout à l'heure, Marie-Laure Das. Est-ce que vous avez des techniques aussi pour apprendre à vous déstresser lorsqu'on est atteint de cette maladie? Alors, c'est uniquement, en ce qui me concerne, c'est la technique, c'est la respiration. Dont vous parliez tout à l'heure. Je me pose, je m'allonge sur mon lit ou je me pose sur un canapé et je pratique la respiration. Tout à fait, voilà. Je prends la position qui me convient le mieux pour ouvrir ma cage thoracique et je fais ces exercices de respiration quotidiennement. Mais j'imagine qu'en étant essoufflé rapidement, vous essayez d'être en avance pour pas vous stresser en étant en retard. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir été à l'heure pour cette émission. Oui. Vous planifiez aussi vos activités pour diminuer votre anxiété en cas de problème. Alors, je sais pas si vous avez planifié de manière détendue votre intervention à la radio aussi. On s'est parlé hier, c'était un petit peu stressant. Voilà. Mais enfin, en tout cas, vous avez surmonté ça. Plus sérieusement, quel rôle peut jouer votre association? Elle est toute récente, Marie-Laure Das. Oui, donc elle a été, elle existe depuis le 31 mai 2018. Et donc face à tous ces constats, donc surtout de mes connaissances de la maladie, donc où il n'y a pas vraiment de plan stratégique global de mis en œuvre. Donc Philippe, en fait, est venu me chercher entre guillemets. Oui. Parce que au regard donc de la situation et depuis l'annonce de la maladie, après une période de déni, puis ensuite d'acceptation. J'ai décidé d'œuvrer de mon côté pour la BPCO, pour les malades, en ouvrant un forum d'échange qui regroupe environ 1200 membres, 1200 malades, des accompagnants également. Oui. Et chaque jour, des dizaines de patients arrivent, demandent à entrer dans le groupe. Et d'ailleurs, certains, là, on n'a pas trop parlé de l'âge, n'ont même pas 30 ans. Oui. Donc de jeunes patients atteints de BPCO. Donc il y a un forum, il y a un blog, il y a des informations qu'on peut trouver sur votre site. Alors je ne suis pas médecin, je ne suis ni pneumologue ni médecin. Nous sommes là pour nous soutenir. Donc ils viennent surtout chercher de l'aide, du soutien, du réconfort, certaines informations. Et notre but est toujours de leur dire vous avez de l'essoufflement, vous avez donc vous crachez, vous toussez.
allez voir un pneumologue. Qui va vous faire donc ces tests de souffle, cette spirométrie, ces EFR. Et souvent en parallèle, donc, il est nécessaire de faire un scanner thoracique pour voir si un emphysème est associé ou pas. Voilà. Donc bon, ça c'est. Et donc Philippe, donc connaissant un petit peu tous ces forums, donc on a commencé à échanger, etc. Et on a beaucoup parlé. Et bon, on s'est dit il faut faire quelque chose pour la BPCO. Personne ne la connaît. Même si on précise aussi que d'autres associations, déjà depuis plusieurs années, j'en ai cité quelques-unes, sont déjà actives sur ce terrain. Oui, sont actives, mais bon, d'un autre côté, pour l'instant, si vous voulez, nous, on voit rien arriver en tant que malade. Moi, je me place en tant que malade. Donc, du coup, on s'est dit, on va lancer notre organisation 100% BPCO, avec comme principal objectif de mener un combat hors norme et de se faire entendre des pouvoirs publics et des professionnels de santé. D'où la médiatisation et avec Philippe Poncet, qui d'ailleurs dirigeait une agence de communication qui est bien au fait de cette manière de frapper, d'interpeller un petit peu l'opinion publique. On arrive malheureusement au terme de cette émission bientôt. Je voudrais juste, parce qu'il y a un mail qui est arrivé, professeur Brambilla, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'en est-il de la recherche? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveaux traitements pour la BPCO? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Tout à l'heure, on a parlé des techniques chirurgicales, des valves, par exemple. Mais on peut aller agir de différentes façons sur les nerfs autour des bronches. Donc, il y a des techniques qui sont en train de se mettre en place, différents essais. Et si des patients m'écoutent et qu'on leur propose de participer à ces essais, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est important pour la suite. Voilà. Donc, il y a l'amélioration des traitements médicamenteux, etc. Néanmoins, si vous voulez, si on est prêt de conclure, le principal, c'est de diagnostiquer le plus vite possible et de prévenir tout ça. Alors justement, les jeunes filles qui fument devant les lycées ou devant même avant le lycée, il faut que ça s'arrête. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut qu'on passe les messages nécessaires. Et France BPCO, ça va secouer un peu le cocotier parce que la Fédération des insuffisants respiratoires que j'ai essayé de monter il y a de nombreuses années, et comme le reste en train de prendre de l'âge, et s'ils se font un peu secouer par France BPCO, ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Alors, en tout cas, le message à retenir, vous fumez depuis longtemps, vous êtes dans un environnement de fumeurs, vous toussez, vous crachez le matin, vous avez le sentiment de vous essouffler anormalement, c'est tout de suite direction le pneumologue pour effectuer un test du souffle. Mesurer le souffle. C'est le message qu'on peut passer en cette journée mondiale du BPCO. Et que la joie se partage. Et que la joie se partage, c'est tout à fait le slogan de notre radio. Bien vu, professeur Brambilla. Marie Lordas. Si vous le permettez, la BPCO, c'est réellement une urgence vitale. Parce que nous mourrons, les BPCO meurent dans la pire des souffrances, celle de l'asphyxie. En tout cas, il y a de l'espoir. Donc entendez-nous, voilà. Il y a quand même de l'espoir que les choses avancent et il y a ce record donc qui va être tenté tout à l'heure à 13h au stade Vélodrome. Et d'ailleurs, vous allez y participer. C'est pour ça que je vous relâche tout de suite pour que vous ayez le temps de vous rendre sur les lieux, assister au record donc de Philippe Poncet pour cette tentative. Merci encore une fois à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci également à Thomas Jagu qui lui n'a jamais fumé au moins en technique, et puis à Catherine qui n'est pas essoufflée non plus au standard. Demain, comme tous les vendredis, on descendra jardiner avec Bérangère Loup et Jean-Pierre Mille. Par contre, pas à votre service la semaine prochaine pour cause de Radio Don. Cette semaine spéciale pour vous inviter à nous soutenir financièrement. Et on a vraiment besoin de vous. À bientôt. Bonne journée à l'écoute de RCF.